Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette rentrée. La saison arctique chez Grands Espaces est sur le point de s'achever. Et aujourd'hui, nous vous consacrons cette conférence à la Norvège, une terre de contrastes et de merveilles naturelles. Alors, nous parlons des plus beaux visages de la Norvège, puisque nous vous proposons chez Grands Espaces cette destination durant des périodes différentes qui lui donnent différents visages. À l'automne, par exemple, les fjords se parent de reflets dorés, les montagnes s'embrasent d'une lumière rasante et les cétacés sont bien présents. Puis, quand l'hiver s'installe, la nuit polaire dévoile une autre facette de la Norvège avec des fjords englacés et enneigés, des villages colorés sous cette lourde couverture de neige et bien sûr des ciels illuminés par les aurores boréales. Donc c'est ce voyage au fil des saisons que nous allons partager avec vous ce soir en compagnie de notre invité pour le moment, et nous allons voir si un second nous rejoint, qui est Xavier Allard, notre intervenant, qui est guide polaire, passionné et surtout spécialiste de la Norvège. C'est lui qui vous accompagne depuis plus de 10 ans avec Grands Espaces sur cette destination, à bord de l'Explorer, mais aussi désormais à bord du Nanook, ces yachts polaires de 12 passagers, et qui nous fera découvrir ce soir son regard de naturaliste et ses expériences de terrain au cœur des fjords et des îles Lofoten. Alors, vous pouvez vous préparer à un moment d'évasion, de découverte, de partage entre nature grandiose, les rencontres animalières et l'immersion culturelle. Comme d'habitude, vous pouvez nous poser toutes vos questions avec à l'aide du chat que vous retrouvez en bas à droite de votre écran. Et nous reviendrons sur l'ensemble de ces questions à la fin de ce webinaire que nous reprendrons donc pour que tout le monde puisse profiter des réponses. Eh bien, Xavier, je crois que je peux te laisser la parole. Oui, alors bonjour à tous. Alors je vais me présenter un peu plus précisément. Moi, c'est Xavier Allard. Ça fait depuis 12 ans que je travaille pour Grands Espaces et comme l'a dit Laureline, ça fait 10 ans maintenant que je guide les séjours en Norvège. Alors il y a différentes périodes de navigation en Norvège. Grands Espaces a vraiment fait le focus sur la période où on peut observer les aurores boréales. Donc à partir de l'automne, les premiers séjours de l'automne, c'est au mois d'octobre, mais les aurores boréales, on peut déjà les voir à partir de mi-septembre, dès que les nuits commencent à être bien sombres, donc avec un ciel bien étoilé. Et les croisières, les dernières croisières en Norvège, c'est à peu près aux alentours de fin mars, début avril, car après les bateaux partent, eux, un peu comme les oiseaux en migration, en direction du Spitzberg. Donc moi, ça fait 10 ans que je guide en Norvège entre deux secteurs. Il y a vraiment deux grands secteurs assez différents en Norvège. Un secteur qui va être au sud, c'est pour ça que j'ai mis cette carte avec les grands fjords du sud, qui sont des fjords assez spectaculaires par leur grandeur et par leur profondeur, et puis un petit peu aussi les fonds marins. Certains fjords comme le Geiranger Fjord ou le Nordfjord, à des endroits, il y a plus de 1000 mètres de profondeur sous le bateau. Et pareil, de grandes falaises au-dessus, ce qui fait vraiment des paysages assez incroyables. Et c'est pour ça que là, cet automne, il y a un séjour qui commence au niveau de Ålesund, qui est une petite ville très jolie sur la côte ouest de la Norvège et qui remonte en direction des Lofoten, ce qui permet vraiment d'avoir un peu les deux vues entre les grands fjords du sud et après plutôt la partie déjà du nord de la Norvège, qui est bien différente au point de vue climat et paysage, on arrive vraiment dans des zones climatiques un peu du subpolaire avec influence océanique. Le sud, on est plutôt vraiment influencé par le courant océanique, donc des conditions en hiver un peu plus pluvieuses, qu'au nord, on va retrouver vraiment des conditions un peu plus enneigées, ce qui donne vraiment des paysages assez contrastés entre le nord et le sud. Alors donc là, j'ai mis cette carte où on peut voir déjà quelques grands noms, c'est juste pour vous situer un petit peu. Ici, il y a la capitale, Oslo, qui est une capitale assez récente, c'est depuis l'indépendance de la Norvège qu'ils ont construit cette ville très moderne, qui est vraiment assez futuriste avec des grands buildings, vraiment beaucoup de centres administratifs. Mais ça, c'est juste un lieu d'escale avec l'avion qui après vous achemine en direction
plutôt des villes assez typiques de l'ouest de la Norvège. Donc là, le séjour, là qu'on voit les dates dessus, là qui commence le 15 octobre, on commence la navigation à Ålesund. Alors là, je vous montre juste un peu l'itinéraire, puis après, je vous montrerai quelques photos un peu des différents paysages qu'on pourra rencontrer durant les différentes destinations entre le nord, le sud et les différentes périodes. Je reviendrai un petit peu aussi dessus, pourquoi choisir telle ou telle période pour visiter la Norvège. Donc là, on voit Ålesund. Alors, il y a un site qui est assez intéressant et qui est très connu, c'est le fjord de Geiranger, parce qu'il a été nommé au patrimoine de l'UNESCO par ses grandes cascades. C'est vraiment un endroit assez spectaculaire pour voir toute cette eau qui ruisselle de ces hautes falaises, avec des montagnes à l'époque, à l'automne, qui vont déjà être un peu enneigées, comme on peut voir sur l'image. C'est assez joli, ça, les couleurs d'automne, où en bas de montagne, proche de la côte, on a vraiment les arbres qui commencent un peu à prendre leur couleur dorée, orangée. Et souvent, le sommet des montagnes est déjà recouvert par une petite couche de neige, ce qui fait que pour les amateurs de photos, ça fait des photos assez intéressantes. Puis on a déjà un peu le soleil rasant qui donne encore un effet encore un peu plus sympa sur les photos qu'un soleil d'été qui est en plein milieu du ciel et qui va venir un peu blanchir toutes les images. Et puis là, alors je vais tourner un peu. Voilà, après ici, là, on voit les autres destinations là, avec la remontée depuis le sud. Alors la carte est coupée, mais en tout cas, le voyage qui commence ici à Ålesund va longer toute la côte, ce qui fait vraiment une belle navigation côtière. Alors, on ne va pas passer tout le temps en haute mer. Il y aura beaucoup d'endroits qu'on appelle le passage intérieur. Donc, le bateau sera protégé. Et tout doucement, jour après jour, on longe cette côte jusqu'à arriver ici sur le sud des Lofoten, avec l'arrivée sur le Lofoten à Rennes et les grandes villes assez connues et petits villages assez connus comme Svolvær, Andenes pour les cachalots, et bien sûr ici Tromsø, qui est un petit peu nommé Tromsø, la capitale des aurores boréales, du fait de sa position au nord du cercle polaire. Donc ça, c'est un petit peu les 2 séjours de l'automne. Le deuxième commence le 27 octobre au 2 novembre, qui est vraiment dédié après pour l'observation des cétacés. Sur le premier séjour, là, du 15 au 24 octobre, la première partie de navigation, c'est vraiment plus contemplatif pour les paysages, les petits villages du sud de la Norvège, comme la petite ville d'Ålesund, qui est une ville assez intéressante pour son architecture, parce qu'elle a été détruite par le feu, puis elle a été reconstruite d'une façon un petit peu plus moderne, qu'on appelle l'Art Nouveau, où dessus, sur les maisons, on retrouve beaucoup de sculptures. Donc, il y a un intérêt aussi un peu patrimoine. Donc, au début, c'est vraiment paysage avec les grands fjords, patrimoine avec les petits villages. Et une fois qu'on va arriver au niveau des Lofoten, avec le premier voyage qui part de Ålesund, là, on va arriver vers les sites où on peut voir des cétacés et également aussi les beaux paysages des Lofoten qui ont vraiment cette réputation internationale. Souvent, quand on pense à la Norvège, on pense souvent au grand fjord de Geiranger dans le sud et également aux Lofoten. Sur toutes les cartes géographiques, les Lofoten sont assez faciles à repérer. Parce que Lofoten, ça veut dire la griffe de lynx. Donc là, on voit cette péninsule, du moins c'est un archipel qui est constitué de 2 grands archipels, un des Lofoten et l'autre des Vesterålen. Et ça avance en plein milieu de la mer de Norvège. Donc c'est vraiment quelque chose assez intéressant pour sa géographie, et également pour son histoire, avec tout ce qui est après pêcheur. C'est très connu aussi pour la pêche au cabillaud. C'était une des richesses depuis l'an 1000, les Vikings, les anciennement appelés Vikings, ont déjà commencé à exploiter cette ressource naturelle et après qui a été exportée dans beaucoup de pays, dont l'Italie, le Portugal et jusqu'au Brésil. Donc, il y a aussi ce côté-là assez sympa sur tous ces villages, les rohrboer, les cabanes de pêcheurs qui ont été préservées de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu une période assez tragique sur la Norvège, la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu la terre brûlée, c'est-à-dire quand les Allemands ont été chassés par les Finnois et les Russes, la consigne, c'est de tout brûler. Mais heureusement, la partie des Lofoten et quelques villages excentrés un peu sur l'ouest ont été épargnés. Ce qui fait que dans les séjours qu'on vous propose à l'automne, là, il y a vraiment une vision assez historique de la Norvège. Alors là, je montre un peu. Puis après, dans les autres périodes, on arrive plutôt après en janvier jusqu'à fin mars. Comme j'ai dit, janvier à fin mars, c'est une bonne période pour observer les aurores boréales. Également tout ce qui est cétacés. Donc là, je vous montre un peu, mais ça, vous pourrez le retrouver après sur le site internet.
Donc, un peu le choix, pourquoi avoir mis deux périodes un peu différentes, une l'automne et une plutôt l'hiver. Alors, comme je l'ai dit, il y a aussi le côté paysage. Hein. Ceux qui ne veulent pas forcément beaucoup de neige, je vous conseille plutôt l'automne, hein, qui permet d'avoir une vision de la neige, mais un peu sur le haut des montagnes, plutôt qu'en plein hiver, où là, il y a un peu plus de neige en bord de côte, qui apporte un côté assez féerique. Hein. La Laponie, qui est un terme qu'on utilise souvent pour nommer cette région, mais qui n'a aucun lien avec les Lapons. Hein, ça, j'en reparlerai, mais en tout cas, on est plutôt dans le comté du Norrland et du Finnmark, où quand on a cette neige qui arrive jusqu'en bas des fjords, ça fait une ambiance très hivernale, qu'on n'a plus vraiment chez nous. Même moi qui habite dans les Alpes, malheureusement, maintenant, la neige en bas de vallée, même au mois de janvier, il n'y en a quasiment plus. Qu'ici, là, en Norvège, c'est assez régulier. Tout l'hiver, il y a un bon manteau neigeux, ce qui apporte quelque chose d'assez sympa. Donc là, je vais faire défiler également quelques photos, comme ça vous rendrez un peu compte de qu'est-ce que la Norvège à différentes périodes. Alors, il y a beaucoup de photos que j'ai faites durant l'hiver, hein, c'est-à-dire de janvier à mars. Il n'y a que quelques photos de l'automne, hein, parce qu'on n'a pas réussi à charger les photos d'automne avec également le nouveau bateau qui va être positionné dans ce secteur-là pour l'hiver, qui est le Nanook. Donc là, c'est vraiment plus un focus sur les saisons dernières que j'ai pu faire en Norvège avec le Grand Explorer, hein, l'Explorer, qui est un autre bateau 12 passagers que Grands Espaces met dans ce coin-là. Et la nouveauté un petit peu de cette année, c'est que ces deux bateaux maintenant sont sous gérance totale de Grands Espaces, qui apportent également un petit plus pour la navigation et autres confort à bord, ce qui est un peu une nouveauté de cette année, le fait que Grands Espaces a repris la main sur ces deux bateaux. Donc ça, c'est un petit village, hein, qui a été reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de villages qui ont subi la terre brûlée, hein, de tout détruire quand on quitte un pays après la guerre. Hein. C'était la consigne de tous les Allemands qui étaient dans cette région-là. Donc on retrouve toujours un peu ces couleurs, hein, c'est assez contrastant entre le blanc immaculé des montagnes et ces couleurs assez vives, hein, qui donnent un peu de baume au cœur. Hein. Alors les couleurs, c'est assez typique, hein, sur les cabanes de Rohrboer, hein, qui sont les cabanes de pêcheurs. Alors j'ai continué à faire défiler. Alors ça, ce sont quelques espèces d'oiseaux plutôt au printemps. Si vous êtes plutôt ornithologue, à préférer les oiseaux, venez plutôt fin février. À partir de fin février, il y a les premiers oiseaux qui arrivent de la haute mer. Hein, ils migrent, mais pas forcément très loin. Et à partir de mi-mars, là, on va commencer à avoir d'autres espèces, comme ici le fou de bassan, qui va venir nicher soit en direction du Cap Nord sur l'île Magueroya. Il y a un site préservé sur 2 îlots un peu excentrés où il y a une grande colonie de fou de bassan, ou également au niveau d'Andenes, qui est au niveau des Vesteralen, au niveau des Lofoten, pour vous situer plus simplement. Donc beaucoup d'oiseaux, plutôt à partir de début mars. Là, on commence à avoir pas mal d'oiseaux. Alors, ça reste quand même le début de saison, donc ce n'est pas forcément l'endroit le plus propice et la période la plus propice pour l'observation des oiseaux, mais en tout cas, il y a déjà quelques espèces qui arrivent, et c'est toujours sympa de pouvoir les observer. Mais un peu vraiment l'animal un peu emblématique du nord de la Norvège, hein, ça va être les mammifères marins. Alors pendant longtemps, les Norvégiens, encore maintenant, ils ont des quotas de pêche sur certaines baleines, hein, le petit rorqual. Ils ont à peu près 1000 petits rorquals à tuer par an. Alors les quotas ne sont pas forcément respectés. Il y a à peu près 500 petits rorquals qui sont tués tous les ans. C'est vraiment culturel chez eux, hein, c'est vraiment quelque chose qui continue à perdurer de génération en génération. Alors bon, c'est toujours un peu politique. Est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, ils n'ont pas signé et rattaché les interdictions de chasse à la baleine. Alors en tout cas, les orques, eux, sont épargnés. Il y a d'autres espèces qui ne sont pas chassées. Les Norvégiens ne chassent qu'une seule espèce, qui est le petit rorqual. Donc, possibilité d'en voir assez régulièrement. Et il y a une période assez faste, c'est à l'automne, c'est à l'arrivée des bancs de harengs et pas de cabillaud, les harengs, et une autre espèce, ça me reviendra. En tout cas, il y a 2 espèces de poissons qui viennent se reproduire dans les fjords de Norvège, parce que les poissons attendent la bonne température de l'eau pour pouvoir venir faire les œufs. Hein, on appelle ça le frey, quand les poissons viennent se reproduire. Donc, tous ces poissons hauturiers reviennent dans les fjords bien protégés. Et là, ils commencent à se reproduire. Et avec une telle concentration de poissons, ça attire des grands prédateurs, dont les orques, les baleines à bosse, qui, à partir du 15 octobre, sont vraiment très présentes dans les eaux du nord de la Norvège, entre
Andonès est surtout l'endroit où il y en a le plus. C'est pour ça que le deuxième séjour de l'automne est vraiment dédié à l'observation des grands cétacés. C'est ici, là, la Norvège, orque, baleine à bosse, aurore boréale. Là. À partir du 15 octobre, ils arrivent dans les fjords ici. Vous voyez, on trouve ici Tromsø, qui est l'endroit où l'avion va se poser. Hein, c'est un aéroport international. Il y a aussi des trucs sympas à partir du mois de février. Il y a des Paris-Tromsø en direct avec Air France. Donc aussi des moyens de déplacement assez faciles depuis l'Europe du Sud, on va dire. Donc ici, il y a Tromsø. Et à une nuit de navigation, on arrive dans la région des Alpes de Lyngen. Et ici, il y a le Kvanungen Fjord avec une petite ville qui s'appelle Chervoy, où là, il y a énormément d'orques et de baleines à bosse. Alors, ça fait depuis maintenant 6 ans qu'ils sont dans ce secteur-là, parce qu'avec les changements climatiques et le changement de température de l'eau, parce que les poissons qui viennent frayer attendent que l'eau ait une certaine température, qui est le signal de pouvoir se reproduire. Par exemple, il y a 10 ans, toutes ces populations d'orques et de cachalots qui suivaient toujours ces lieux noirs et les harengs venaient se reproduire ici, dans le fjord de Narvik, mais les conditions de température sont plus bonnes. Donc, par effet de mouvement, ils sont venus se reproduire là. Peut-être que dans quelques années, si les eaux continuent à se réchauffer, ils vont monter en direction du Finnmark, le fjord d'Alta et autres. Mais en tout cas, maintenant, c'est assez sympa. À une nuit de navigation, on peut arriver dans ce site qui est vraiment très connu. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui viennent. Certains, l'hiver, à l'automne, viennent pour nager avec les orques. Hein. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a vraiment de très belles images. Nous, on ne propose pas de nager avec, juste de les observer soit depuis les ponts extérieurs du bateau ou soit en zodiaque. Alors là, en plus, on est dans des périodes où il y a encore pas mal de jours. C'est pour ça que vous voyez, il y a une période où il n'y a pas de voyage. C'est à partir de novembre jusqu'à fin janvier. Parce qu'en fait, le soleil passe sous l'horizon, vu qu'on est bien au nord du cercle polaire. Hein. Le cercle polaire, c'est 66,33. C'est à peu près au sud des Lofoten. Il y a une ville qui est connue qui s'appelle Bodø, qui est une ville où il y a une base de l'OTAN. Peut-être certains s'en parlent avec le début de la guerre en Russie. Ces bases ont souvent été mises un peu en avant. Il y a beaucoup d'entraînement des forces de l'OTAN dans ces eaux-là. On est très proche de la Russie. Mais en tout cas, le fait d'être au nord du cercle polaire, le cercle polaire, c'est quand on a un jour de permanent pendant 24 heures et une nuit permanente pendant 24 heures. Ça, c'est durant les solstices, soit 21 juin, 21 décembre. Et vu ici, à Tromsø, on est à 69 degrés nord à peu près. Et bien là, on va avoir, durant l'hiver, pendant 2 mois, 4 heures de pénombre, c'est-à-dire le soleil ne passe pas au-dessus de l'horizon. C'est pour ça que tout le mois de décembre et janvier, il n'y a pas de croisière, parce qu'en fait, on n'y voit pas grand-chose. J'ai pu aller à cette période il y a quelques années comme ça pour découvrir un peu ce que c'était la nuit polaire. Les nuits sont très longues. Hein. À 14 heures, il fait noir et le jour revient à 10 heures. Donc, à 4 heures, on ne voit pas l'astre solaire, mais c'est que de la pénombre. Donc, il n'y a pas un grand intérêt. Donc, vraiment, là, au mois d'octobre, il y a vraiment le soleil. Donc, il passe au-dessus de l'horizon. Ça fait des couchers de soleil assez incroyables. Et surtout, on peut voir quelque chose parce que 4 heures de pénombre, pour les photos, c'est compliqué. Donc, là, on voit les orques. Il y a des belles lumières. Alors, je vais remettre un peu les photos, comme ça va vous permettre d'imager un peu tout ce que je vous raconte. Donc, ça, ce sont les oiseaux. Voilà les orques. Alors, il y a aussi d'autres espèces d'oiseaux. Hein. Ici, l'aigle pêcheur. Alors, ce n'est pas le pigargue à tête blanche. Ici, c'est l'aigle pêcheur européen. Donc, si vous regardez bien sur l'image, il a la queue blanche. Alors, c'est vraiment un oiseau qui a un féodé au milieu marin. Il va venir pêcher. On le voit là en action de chasse avec ses grandes serres, attraper les poissons à la surface. Mais aussi, il fait de la prédation sur les jeunes rennes, les Samis qui sont des éleveurs de rennes traditionnels. Hein. Les Samis sont les derniers peuples autochtones du nord de la Norvège. Au printemps, cet oiseau-là vient attraper les jeunes rennes. C'est pour ça qu'il a été énormément chassé. Maintenant, il est protégé. Et en Norvège, on a la plus grande population d'aigles pêcheurs en Europe, du fait de la géographie de la Norvège, qui est un pays totalement côtier, quoi. Alors ça, c'est les cabillots. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les cabillots sont les poissons, une fois séchés ou salés, on appelle ça de la morue. Donc, une fois qu'on arrive au niveau des Lofoten, il y a énormément de séchoirs qui vont sécher les têtes ou le corps, hein, parce que tous les produits dérivés du cabillaud sont intéressants au point de vue nutritif et également au point de vue commerce. Hein. Tout est transformé et après expédié à différents endroits. Par exemple, les têtes, là, ce sont que des têtes de cabillaud. Hein. On peut marcher sous les séchoirs. Et là, toutes ces têtes-là, une fois qu'elles ont bien séché durant tout l'hiver, elles vont être broyées et expédiées dans certains pays d'Afrique, comme au Nigeria, au Niger,
où elles vont être transformées en soupe, parce qu'il y a énormément de protéines dans les têtes de poisson. Hein. C'est comme ceux qui mangent la soupe de poisson en Méditerranée, hein. On met différentes parties des poissons. Et là, après, agrémenté avec des épices, ça fait vraiment un très bon repas. Voilà, c'est quelques images de la Norvège en hiver. Hein. Vous voyez, les motoneiges au milieu des petites rues enneigées. Il vaut mieux se déplacer en motoneige qu'avec des voitures. Bon, ils ont quand même des bonnes voitures. Hein. Les pneus clous sont obligatoires. Voilà un petit peu les lumières qu'on peut avoir justement à l'automne ou durant l'hiver. Parce qu'après, ça va très vite. Hein, le jour, une fois que le jour revient comment dire, en une semaine, des fois, on augmente d'1 heure de jour en plus. Hein, au mois de février, entre le début de la croisière et la fin de la croisière, on a 1 heure de soleil en plus. Et une fois qu'on arrive vraiment à la fin de l'hiver, là, c'est plus de 20 minutes de soleil par jour en plus. Alors, l'avantage, vu qu'on est quand même très au nord, c'est que tous ces couchers et levées de soleil sont très lents. Parce que le soleil, lui, va longer l'horizon. Donc, il va mettre vraiment beaucoup de temps à se lever au-dessus de l'horizon. Il va monter un peu dans le ciel, garder ses couleurs très orangées, pastel, très douces, un peu des aquarelles, et après, il va de nouveau retomber sur l'horizon, donc vraiment garder ces lumières très colorées. Voilà encore d'autres images. Hein. Ça, c'est des photos que j'ai faites. Hein. On voit ces ciels assez incroyables, avec quelques petites maisons perdues de pêcheurs ou d'éleveurs de rennes. Ça, c'est au niveau du Finnmark, ces îles un peu au large du Cap Nord. Alors voilà, ça c'est un des bateaux qui va être positionné cet hiver. Là, le bateau, un peu sa migration, c'est l'hiver, il tourne au niveau de la Norvège continentale, on veut dire. Au printemps, il monte en direction du Spitzberg pour passer le début d'été. Et après, à partir du mois d'août, il va traverser en direction du Groenland. Et là, l'Explorer, là on voit Vaisland Explorer, mais vu qu'il a été repris par Grands Espaces, maintenant il s'appelle le Grand Explorer. Là, il a fini sa saison au Groenland. Il va arriver demain à Akureyri en Islande. Et après, une fois qu'il aura déposé les passagers, lui, ce qu'il va faire, il va traverser toute la mer de Norvège, donc une mer assez longue à traverser, et venir se positionner également sur la Norvège. Donc ça, c'est un des 2 bateaux. Et il y a également aussi le Nanook. Ce sont 2 bateaux assez similaires par leur confort et surtout la capacité, où ce sont des bateaux de 12 personnes. Alors ça, c'est un peu assez typique. Hein. Le bateau, il arrive à quai. Vous voyez, c'est un petit peu des petits villages. Ça, c'est le village d'Amnes qui se trouve dans le comté du Finnmark, du Norrland, pardon, dans le comté du Norrland. Alors Amnes, c'est un site classé monument historique par les Norvégiens, parce qu'il y a eu un Allemand qui devait bien aimer ce petit village de pêcheurs, et avant de partir, il avait laissé un mot: merci de ne pas détruire ce village, et la consigne a été respectée. Donc, on retrouve vraiment des bâtiments historiques qui sont vieux de plus de 200 ans. Donc, ça fait quelque chose d'assez sympa. Voilà d'autres images. Là, on va un peu plus vers le sud. Ça, c'est la partie au niveau des Vesteralen. Alors là, on est vers Andenes. Andenes, c'est également un endroit qui est connu aussi pour sa base de l'OTAN. Hein. C'est un petit village dans les années 50 qui a été déplacé pour construire une base militaire. C'est à l'époque de la guerre froide, maintenant, qui a été repris par l'OTAN. Donc, régulièrement, l'hiver, il y a des entraînements de différents pays de la force de l'OTAN. Moi, j'avais vu une fois les avions de chasse américains qui étaient venus s'entraîner ici. En tout cas, ça reste un cadre très joli. Là, on voit une ambiance avec la neige en bord de côte. Ici, une petite baie qui est un petit peu englacée, et toujours ces lumières assez rasantes. Alors là, on descend toujours un peu plus vers le sud. Là, on est dans la région de Bodø. Ça sera plus pour l'itinéraire qui part de Losun. Alors là, on est sur un autre type de paysage. Déjà, on voit qu'il y a un peu plus de forêts, des forêts de pins, des pins scandinaves. C'est souvent avec ces pins-là que Ikea fabrique les meubles que vous pouvez acheter proche de chez vous. Mais en tout cas, ici, les pins ne sont pas exploités. Donc, ça fait des forêts assez sympas entre forêts de pins. Et après, l'automne, il y aura encore les bouleaux. Ici, il y a beaucoup de forêts de bouleaux ou d'aulnes. Et à l'automne, les bouleaux, ils vont prendre leur couleur jaune-orangé. Donc là, on aura des paysages sans neige, mais tout aussi jolis. Comme je vous l'ai dit, hein, les photos que je fais défiler, on n'a pas réussi à charger celles d'automne. Donc là, c'est plutôt photos d'hiver. Mais il faut imaginer la même ambiance avec seulement de la neige au sommet des montagnes et le bas du relief déneigé avec des couleurs assez flamboyantes de tous ces bouleaux en couleur d'automne. Voilà d'autres images, toujours dans la région de Bodø.
Voilà, ça c'est assez incroyable, hein. C'est un peu comme des fonds paradisiaques. Oui, c'est paradisiaque, hein. Souvent, on a cette image un peu des Bahamas parce qu'il fait chaud, mais ici, il n'y a pas la chaleur, mais on voit ces fonds marins qui sont faits avec du corail. C'est des coraux de grande profondeur d'eau froide. Il y a des grandes patates de corail au niveau de l'île de Ross, par exemple, au sud de Lofoten. Et quand les tempêtes viennent broyer ces massifs coralliens, avec l'effet des courants, ça va venir se stocker au fond des baies, au fond des fjords. Et on a souvent des endroits où on va marcher sur des plages de corail très jaunes, avec des fonds de mer un petit peu turquoise du fait de la transparence de l'eau. Encore d'autres images avec un petit peu de banquise. Voilà, bien sûr, toujours ces orques. Alors, la période des orques, la période optimale, ça va être, comme je vous ai dit, à partir du 15 octobre jusqu'à peu près au niveau de, on va dire, jusqu'à fin janvier. Ça, c'est vraiment la période où il y a les grandes concentrations. C'est pour ça que le séjour d'automne là qui commence fin octobre, c'est le meilleur moment parce que là, moi, j'ai déjà eu des observations. On arrive dans le Kvanungen-fjord et là, c'est 80 orques devant le bateau, une dizaine de baleines à bosse. Ils sont tous en train de se nourrir sur les poissons, hein. Donc, c'est vraiment des observations assez incroyables par la densité de mammifères marins. Alors, en plus, il y a des interactions entre ces deux espèces, hein, parce que l'orque, ça reste comme un grand prédateur. En anglais, on dit la tueuse de baleines, killer of whales. Mais ici, ce sont des orques qui sont spécialisés sur la pêche, la chasse aux poissons, on va dire, hein. Ils vont utiliser les mêmes techniques que les baleines à bosse, avec des effets d'effarouchement avec des bulles et également des productions de sons qui vont stresser les poissons, qui vont faire des groupes de poissons très denses. Et avec la caudale là qu'on voit sortie, ils vont venir taper ces tamas de poissons. Et là, ça va les étourdir. Et les orques, ils n'ont plus qu'à consommer les poissons. Mais des fois, quand il y a énormément de baleines et d'orques en même temps, ben, il y a un peu du conflit. Les baleines sont stressées parce qu'elles savent que les orques sont quand même des grands prédateurs. Donc, des fois, on peut voir aussi des joutes des baleines qui tapent la queue à la surface de l'eau pour effaroucher les orques, pour éviter qu'ils restent trop proches de leur zone d'alimentation. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable sur cette période-là de fin d'octobre. Voilà, c'est une anecdote, hein. Si vous allez à Hawaï, on vous met un collier de fleurs. Si vous venez au Lofoten, on va vous mettre un collier de tête de morue. Voilà, l'odeur n'est pas la même. Je vous laisserai tester. Encore ici, l'aigle à queue blanche, hein, l'aigle pêcheur, qu'on voit toute l'année. Lui, il n'est pas migrateur, il va vraiment rester dans les fjords sur toute la côte, hein, donc depuis Ålesund jusqu'au nord de la Norvège, on peut en voir assez régulièrement, plus ou moins proche, hein. Des fois, on le voit planer vraiment assez haut, puis des fois, il est en bord de fjord, ou des fois, il s'approche assez près des bateaux, parce que des fois, il vient par curiosité. Souvent, il aime bien passer derrière les bateaux de pêche parce que souvent, il relâche un peu derrière eux des morceaux de poisson. Et donc, quand il nous voit arriver, donc on est un petit bateau, bah, il ne sait pas trop si on a un bateau de pêche ou un bateau juste de passage. Donc, des fois, il s'approche pour un peu observer si on n'est pas en train de jeter des poissons. Donc, ce qui permet de le voir des fois assez proche. Alors oui, merci. Ah oui, je vais mettre moins vite les images. Donc voilà encore une autre. C'est toujours le même, hein. Là, j'ai une belle action. Je l'ai vu planer, puis d'un coup, il s'est mis à descendre en piqué sur un poisson qui était à la surface de l'eau. Alors ça, pour les appareils photo à utiliser, je laisserai Valentin vous en parler, hein, qui sera avec moi sur le séjour de fin octobre, sur le spécial orque et baleine. Ça, je laisserai un peu discuter, du moins, je laisserai parler du choix un peu des appareils photo pour les paysages et également pour la faune. Voilà, ça sont d'autres images. Là, on descend un peu plus vers le sud des Lofoten, hein. De toute façon, la Norvège, c'est vraiment un pays de montagne, hein. C'est un relief montagneux un petit peu partout. Il n'y a qu'un endroit où c'est un petit peu plus vallonné. Déjà, c'est à l'intérieur des terres, au niveau d'Oslo, de Lillehammer, tous ces endroits-là. On est plutôt sur des grandes zones plutôt assez plates. Mais dès qu'on est en bord de côte, là, on a vraiment des paysages montagneux ou de fjords tout le long de la navigation. Voilà. Après, il n'y a pas que les baleines à bosse et les orques, hein. Les eaux norvégiennes sont très riches en différentes espèces. On peut voir aussi bien le plus petit odontocète qui est un marsouin. Le marsouin, c'est un petit dauphin qui fait 1,50 m de long, qu'on voit assez régulièrement. Ils vivent en groupe. Alors ça, ce ne sont pas des marsouins, ce sont des globicéphales. Globicéphale, pareil, c'est une espèce d'odontocète, donc
de dauphins, de baleines, on va dire vulgairement. Hein. Ça, lors de conférences, je vous en parlerai un peu comment nommer les différentes espèces de mammifères marins. Mais souvent, on a un peu des noms préfets, hein, des baleines à dents, des baleines à fanon, des dauphins ou autres. Mais en tout cas, ça fait partie de la famille des dauphins. Et ils sont tout noirs avec un genre de gros melon au niveau de la tête. Eux, ils sont assez connus, c'est aux îles Féroé, parce qu'aux îles Féroé, ils font souvent des chasses au globicéphale ou baleines pilotes. Hein, ils vont vivre en grands groupes, entre 50, 100 individus. Et aux îles Féroé, ils arrivent à les capturer dans des fjords, ils appellent ça le green. Et puis après, ils les tuent d'une façon plus ou moins sympathique. Hein. Maintenant, c'est assez bien médiatisé sur Internet avec Paul Watson qui fait beaucoup de campagnes pour mettre ça en avant. Mais en tout cas, ici, ils ne sont pas chassés, donc ce sont des mammifères qui peuvent venir assez proches des bateaux. Hein. Comme beaucoup de dauphins, ils aiment bien naviguer proche des bateaux, parce qu'ils utilisent la vague que le bateau crée pour faire un effet d'avancée. Donc ça, c'est une autre espèce qu'on voit aussi assez régulièrement. Mais en tout cas, les deux espèces fin d'automne qu'on voit le plus, baleine à bosse et l'orque. Après, l'autre qu'on voit également, peut-être qu'on verra la photo un peu plus loin, c'est le cachalot. Ça, je vous en reparlerai, parce que le cachalot, c'est vraiment un animal assez incroyable. Parce que souvent, quand on regarde un peu, comment dire, on regarde dans les livres, on écoute un peu les gens, les deux espèces les plus connues sont les baleines à bosse, ce sont celles les plus démonstratives. Hein, elles sortent régulièrement la queue, elles aiment bien venir proche des bateaux. On voit aussi des fois les nageoires pectorales qui peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres. Donc des animaux assez sympas à observer. Mais il y a bien d'autres espèces de cétacés hein, qui vivent dans les eaux norvégiennes, en plus que les deux que je viens de vous dire, dont le cachalot, qui est très connu avec Moby Dick. Alors ça, c'est le Westland Explorer qui est devenu le Grand Explorer. Hein, donc c'est un bateau qui a vraiment bien une bonne allure. Hein, il a fière allure. Hein, il est vraiment taillé pour naviguer dans ces contrées. C'est un bateau qui tient bien la mer. Hein, ça reste comme un petit bateau, mais il tient quand même correctement la mer et qui permet vraiment d'aller au plus proche de la côte, hein, parce qu'il a un faible tirant d'eau. Et dessus, là, on peut voir ici, il y a une grue, parce qu'on a deux zodiacs, deux annexes, hein, qui sont utilisés soit pour faire les débarquements dans les villages, ou aller se faire une balade l'hiver en raquette, ou à l'automne une balade pédestre. Et également, si les conditions sont bonnes et que les mammifères marins sont proches, hein, si des fois il y a un groupe d'orques assez sympa non loin du bateau, pour avoir encore une meilleure observation, on peut les mettre à l'eau et s'approcher tout doucement. Comme ça, on peut avoir les orques vraiment très près. Donc, il y a ici la grue. Pour un peu expliquer le bateau au-dessus, ça c'est sympa. Il y en a qui aiment bien, c'est observer les aurores boréales depuis le jacuzzi. Donc ici, il y a un jacuzzi extérieur. Et juste derrière, ici, on voit un sauna. Alors ça, c'est très typique. Hein, le sauna, c'est très typique de certains pays scandinaves, hein, pas de la Norvège, c'est plutôt Suède et Finlande. Mais le fait d'en avoir un sur le bateau, c'est un petit atout en plus. Et le jacuzzi, bah, ça, c'est toujours sympa de se mettre dans l'eau chaude en plein hiver en Norvège. Alors, en hiver en Norvège, il ne fait pas non plus très, très froid. Hein. Ça reste un climat, comme j'ai dit, océanique. Donc, à l'automne, en journée, là, sur les fins de croisière, on peut aller jusqu'à 15 degrés en journée. C'est un peu la moyenne, on va dire. Hein. Des fois, ça peut monter si on a vraiment une belle journée sans vent. Et après, l'hiver, à partir de février jusqu'à mars, là, on est plutôt sur des amplitudes de plus 5, moins 5, avec des fois des extrêmes à moins 15. Mais ça, c'est assez exceptionnel. Il faut vraiment aller au fond des fjords pour pouvoir avoir ces températures, hein, parce que dès qu'on est proche de l'océan, il y a le courant du Gulf Stream qui va venir réchauffer tout ça. Donc, les températures très froides, il y en a très rarement. Et même des fois, à partir du mois de fin février, début mars, on peut avoir des périodes un peu plus chaudes avec des températures de 12 degrés. Donc, ça reste vraiment un climat très abordable. Hein. Ce n'est pas non plus du moins 30 ou des températures extrêmes. Donc, pas besoin d'amener gros équipement. Vous amenez l'équipement que vous avez l'habitude pour aller au sport d'hiver. Et en plus, là, sur les deux bateaux, ce qui est assez sympa, c'est qu'on vous prête les bottes, des bottes caoutchouc néoprène, ce qui fait que vous avez toujours les pieds bien au sec et bien au chaud pour les débarquements, même les balades, hein, parce que des fois, vous n'êtes pas forcément à avoir les bons équipements ou des vieilles chaussures, souvent qui prennent l'eau. Donc, le fait d'avoir ça à disponibilité, c'est un plus. Et en plus, ça vous évite de trop charger le sac de voyage. Donc, vous arrivez, vous avez vos bottes et on vous prête aussi une combinaison. Alors, ce n'est pas des combinaisons très
très top modèle, on va dire. Hein. C'est ambiance Norvège. Ce sont des combinaisons jaunes et noires, mais qui font leur travail. Vous mettez ça par-dessus votre équipement personnel et ça fait quelque chose. Vous êtes bien protégé si des fois il peut y avoir comment dire, des éclaboussures si on prend le Zodiac puis qu'il y a un peu de vagues ou autre. Et aussi pour se balader, si vous n'êtes pas équipé, ce n'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent à acheter des grosses doudounes ou des grosses parkas, parce que sur le bateau, on vous prête les bottes et la combinaison. Voilà d'autres photos, hein. Vous avez vu ces images. Alors moi, j'ai un Fuji, du moins j'avais, parce que mon Fuji, il y a eu un petit souci là pendant mon dernier séjour au Groenland et Nunavut. Donc j'ai essayé d'aller voir sur le bon coin s'il n'y a pas des Fuji à vendre. Mais en tout cas, c'est un Fujifilm X-T2 que j'avais, donc un hybride. Hein. Je ne suis pas forcément un professionnel à la photo. Moi, je suis plutôt, on va dire, photo reporter, c'est-à-dire que je suis opportuniste. Moi, je conduis les Zodiacs, je fais les balades raquettes, donc sur l'appareil rapido. Donc c'est quelque chose où en fait, c'est pas du tout retravaillé. J'ai pris la photo, tac, c'est terminé. Donc ce sont vraiment des lumières très rouges, très impressionnants. C'est vraiment un côté sympa, parce que quand on est très au sud, au niveau de l'équateur, souvent les levées et couchers de soleil sont très rapides. Hein. On voit le soleil passer derrière l'horizon, une heure, une heure après, il fait totalement noir. Que là, vu que le soleil est très bas sur l'horizon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce sont des couleurs qu'on peut avoir pendant 3/4 d'heure, même 1 heure, comme ça, où le ciel va se parer de différentes couleurs, de différents tons. Alors, ce n'est pas tout le temps. Hein. Des fois, quand il fait mauvais, c'est comme partout. En Norvège, je ne vous cache pas que des fois, il neige à l'horizontale, il y a du vent, c'est comme partout. Ça reste un climat océanique. Hein. Vous allez en Bretagne, vous avez un peu tous les temps. Et en Norvège, c'est la même chose, avec juste des températures un petit peu plus fraîches et de la neige en hiver. Alors ça, c'est à l'intérieur du bateau. Hein. Il y a de la place à la passerelle. Vous êtes les bienvenus pour venir au poste de commandement. Il y a des explications qui sont faites par les capitaines, les seconds, qui aiment bien expliquer un peu leur façon de travailler. De nouveau, une autre prise de vue sur l'Explorer. J'espère, Laureline, tu as réussi à charger les photos du Nanook, non? J'ai la présentation, on pourra la mettre à la OK. Donc après, ça, c'est un peu quelques images de vie à bord, là, pour se rendre compte un peu comment ça se passe. Ce sont des bons repas. Hein. C'est un chef qui cuisine pour petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ça, je peux vous garantir que vous n'allez pas maigrir durant le séjour. Hein. Ça reste une cuisine très riche, mais qui est très sympa. Il y a soit des produits locaux ou des produits internationaux. Hein. Il peut y avoir de l'agneau, parce que là, en Norvège, il y a beaucoup de moutons. Il y a également beaucoup de poissons, parce que c'est quand même dommage de passer à côté des poissons, saumon et aussi cabillaud. Alors, pour ceux qui veulent, il y a également des équipements de pêche, parce que c'est des lieux où, dans les fjords, on peut pêcher vraiment la pêche miraculeuse. Hein. Ça m'est déjà arrivé où on met les lignes. Alors, c'est de la pêche à la mitraillette. C'est une longue ligne, il n'y a pas une canne. C'est un morceau de plastique rectangulaire à peu près de cette taille. Dessus, il y a une grande bobine de fil qui peut faire jusqu'à 100 mètres de fond. Et tous les mètres, il y a un petit hameçon. Et là, on met la ligne dans l'eau. On bouge un peu les bras, on fait un mouvement vertical comme ça pour un peu faire un effet de brillance pour que ça stimule les poissons. Et après, on remonte. Et des fois, ça m'est arrivé qu'en 20 minutes, on fasse des pêches où on ressort une trentaine de poissons. Donc après, les poissons sont préparés, ils sont nettoyés, etc. Et puis, durant le séjour, on peut consommer les poissons qu'on a pêchés. Si on fait bonne pêche, des fois, on revient bredouille. Ça dépend. Il faut tomber sur le bon banc de poissons. Mais quand il y a possibilité, on va à la pêche. Moi, j'aime bien pêcher. Donc, s'il y en a qui aiment bien, ça, il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'est ça, ce sont les plages de corail que je vous expliquais, avec ces ambiances un peu d'eau turquoise, assez sympa. Puis là, on voit une personne là, qui se balade ici. Alors l'avantage, je ne sais pas si certains ont déjà voyagé avec grands espaces, au Spitzberg ou au Groenland, ces endroits où il y a des ours, donc on est vraiment obligé de rester tout le temps ensemble. Le fait d'être en Norvège, vous avez un peu de liberté, il ne faut juste pas vous échapper trop loin ou vous disparaître trop dans la montagne, mais c'est moins restrictif. Vous pouvez vous balader un peu comme vous le sentez dès qu'on fait une sortie à terre. Alors là, c'était juste une image assez marrante. Là, on est sur le port de Tromsø. Là, on voit un gros bateau de croisière. Alors, je ne sais plus de quelle compagnie, certainement plusieurs centaines de passagers à l'intérieur. Et juste derrière, ici, on voit l'Explorer qui fait pas grand à côté.
Mais en tout cas, c'est pour montrer un peu la différence entre des grands bateaux de croisière et justement ce que propose Grands Espaces en Norvège, des petits bateaux faits pour le terrain, donc vraiment aller au plus proche de la Norvège. On ne va pas faire comme eux de grande ville en grande ville. Nous, on va visiter Tromsø ou Ålesund ou des villes comme ça un peu, mais le but, c'est vraiment d'aller dans la Norvège profonde et ce bateau-là le permet assez facilement. Ah, et puis bien sûr, les aurores boréales. Donc, que vous vous preniez le voyage de Ålesund à partir de mi-octobre ou jusqu'au fin mars, ça, c'est un spectacle qu'on peut voir tous les soirs si les conditions sont là. Alors, ce n'est pas non plus garanti tous les soirs de voir des aurores boréales. Des belles aurores boréales, souvent, on en voit une fois par croisière. Après, il faut quand même pas mal de paramètres. C'est pas de nuages et surtout une activité solaire qui permet d'avoir une éruption solaire, donc un flux d'énergie qui vient jusque sur Terre, rentrer dans la magnétosphère et là, avoir le spectacle. Donc, durant la croisière, on voit souvent une grosse aurore boréale, du moins une nuit avec beaucoup d'aurores boréales. Et après, régulièrement, durant la croisière, on voit des nuits où il y en a, mais qui sont un peu moins régulières. Mais bon, ça, c'est un peu la nature, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé où des fois, il y a des semaines, tous les soirs, c'est grand spectacle. Puis des fois, il y en a un peu moins. Mais en tout cas, on en voit assez souvent, même à chaque fois, on en voit plus ou moins intense. Et après, ça dépend de l'observateur. Hein. Si vous voulez voir les aurores boréales, malheureusement, c'est la nuit. Donc, c'est après le dîner. Il faut être encore un peu patient. Il faut attendre un peu. Moi, je vous conseille de patienter des fois jusqu'à minuit et demi. Après, je ne vous cache pas que ça devient un peu dur de veiller encore plus. Il y a des veilles qui sont faites, mais ça, je vous expliquerai sur le bateau. Hein. Même si on vous réveille en pleine nuit, imaginez-vous, on vous réveille à 2 heures du matin, vous ne savez plus trop où vous habitez, et des fois, le temps que vous sortiez de votre lit, l'horreur est passée. Donc, ça, je reviendrai dessus, je vous expliquerai une fois qu'on se verra à bord. Mais en tout cas, on en voit assez souvent. De toute façon, ce sont des lieux qui sont vraiment reconnus pour l'observation des aurores boréales, hein, à partir du sud des Lofoten jusqu'au nord du Cap Nord. Hein, là, on peut voir vraiment ce spectacle assez souvent. Hein. Donc, pareil, ça, Valentin vous donnera les bons conseils pour prendre le bon matériel photo, parce que, par exemple, il faut un trépied. Mais ça, je pense qu'il y aura des questions. Est-ce qu'on peut faire des photos depuis le bateau? Est-ce qu'on peut faire des photos nettes depuis le bateau? Est-ce qu'on va à la quai? Oui, ça, c'est prévu. Ou des fois, on fait du mouillage dans une baie très sombre qui permet de ne pas avoir du tout de pollution lumineuse, hein, parce que la pollution lumineuse, ça peut être très marqué, hein, même si on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de villes. Des fois, à plus de 70 km, on arrive à voir encore la pollution de la ville de Tromsø, tellement qu'elle produit de lumière industrielle avec les lampadaires et autres. Donc, le fait d'être dans des baies bien protégées au mouillage, ça permet de bien voir les aurores boréales. Et l'avantage, c'est que vous pouvez rester au chaud, au salon, à boire des cafés ou du thé jusqu'au moment où il y a l'aurore boréale. L'inconvénient, c'est que ça bouge un petit peu. Après, l'autre chose qu'on fait, on met le bateau à quai. Donc là, on sort les trépieds sur le quai. On est obligé de marcher un petit peu parce que souvent, les quais sont éclairés, hein, vu que ce sont des quais sécurisés. Il y a des spots lumineux, donc il faut marcher un peu, se mettre un peu à l'écart du quai. Donc l'avantage, vous pouvez mettre votre trépied, bonne stabilité. L'inconvénient, c'est qu'il faut marcher des fois 200-300 mètres sur le quai pour trouver une zone sans pollution lumineuse. Donc, vous voyez, il y a des avantages et inconvénients dans les deux cas, mais en tout cas, on propose les deux possibilités, soit à quai, soit depuis le mouillage. Alors ça, c'est une image de la ville de Tromsø, hein, qui est sur une île. Alors, si on zoome un peu, de l'autre côté, ici, on peut voir l'aéroport. L'aéroport se trouve sur l'île de Tromsø et le quai du bateau pour les deux croisières, hein, celle qui vient du sud ou toutes les croisières de l'hiver et de l'automne. Le quai du bateau, c'est ici. Donc, on est en plein centre-ville. Et Tromsø, c'est vraiment une ville très sympa. On appelle la Paris du Nord. Alors, bon, c'est un peu toujours des surnoms comme ça, mais en tout cas, c'est une ville très dynamique pour la latitude où elle se trouve. Il y a un peu plus de 78 000 habitants. Donc, une ville entre l'histoire et le côté un peu plus moderne. De toute façon, ça, c'est des visites que je vous proposerai. Hein, c'est faire la visite guidée du centre de Tromsø, la visite guidée de Ålesund, tous les petits villages, tout ça, je serai toujours là pour vous accompagner. Ou après, si vous voulez le faire en individuel, ça vous pouvez également. Ah voilà les fameux cachalots. Alors, ce sont les plus gros odontocètes, hein, 18 mètres de long, 50 tonnes. Ça fait vraiment partie des grandes baleines, c'est le plus gros des dauphins, de la famille des baleines à dents. Alors, c'est très connu avec Moby Dick. Avec Moby Dick, qui était ce cachalot qui était dans le Pacifique, hein, qui avait joué des mauvais tours à certains baleiniers.
Donc, c'est un animal qu'on retrouve au niveau d'Andenès. Lui, il est vraiment localisé à un seul endroit. On peut en voir quand même un petit peu au niveau du Kvanøyfjord, un peu à l'extérieur, parce qu'il lui faut des gros tombants. Un tombant, c'est vraiment une zone verticale de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et lui, il va aller chercher sa nourriture dans les abysses au niveau de la fosse de Blek. Elle descend à 2000 mètres de profondeur. Et lui, il va aller pêcher le calamar géant, qui est un calamar qui peut faire plusieurs mètres de long jusqu'à une trentaine de kilos. Donc, il va descendre en apnée pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y a des records à 90 minutes. Mais ici, à Andenès, il y a une grosse population d'une quarantaine de cachalots. Donc, en fait, il y en a qui disparaissent pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. D'autres remontent à la surface. Ils vont rester à la surface pendant 5-10 minutes à reprendre leur souffle. Et une fois qu'ils partent pour sonder, eh ben, vu qu'il est obligé de descendre à plusieurs centaines de mètres, voire 1000 mètres de profondeur, ici à 2000 mètres, ben, il ne va pas descendre en pente douce. Donc, en fait, il est à l'horizontale et il va se mettre à se cabrer. Et là, direct, on voit la queue. Donc, c'est un animal qui est très sympa pour pouvoir l'observer, hein, parce que la plupart des mammifères marins, d'autres espèces, hein, comme la grande baleine bleue, souvent, c'est assez frustrant. Ou par exemple, comment j'ai mangé le nom, les belugas. Les belugas, on voit très rarement la queue, parce qu'ils vont plutôt rester à la surface. On voit un petit peu des dos ou des fois la tête qui sort. Que lui, le cachalot, bah, déjà par sa taille, et le fait qu'il sort la queue à chaque fois qu'il va sonder, bah, ça permet de faire de belles photos ou de belles observations. Il n'y a pas forcément que les photos qui comptent. Hein. Il y a aussi l'instant présent. On vit le moment. On est au milieu de la Norvège en plein hiver, de belles lumières avec des baleines qui nagent autour du bateau. Juste d'être là, c'est quand même déjà incroyable. Ça, c'est la petite ville d'Andenès avec son grand phare. Alors voilà un petit peu les ambiances, hein. Vu que c'est un pays côtier, bah, les phares, ça fait vraiment partie du paysage. Il y en a vraiment tout le long des navigations. C'est assez sympa. Il y en a certains qu'on peut visiter, juste naviguer à côté ou aussi aller à l'intérieur, boire un café. Certains ont été aménagés maintenant en petits restaurants. Donc, ça dépend la destination que vous prenez, du moins du choix de l'itinéraire. Mais en tout cas, l'histoire des phares fait partie de la Norvège. C'est un pays avec autant de relief, autant de fjords, de chenaux et aussi des fois des périodes de mauvais temps, bah, fallait qu'à l'époque, avant qu'il y ait les GPS, il fallait vraiment des moyens pour pouvoir faire naviguer les bateaux en sécurité. Il y a même certains phares qui sont équipés de cornes qui permettent de faire des sons quand le brouillard est trop épais. Voilà un peu l'ambiance aussi de tous les villages de pêcheurs avec toutes ces flottilles de bateaux qui attendent l'arrivée lors du cabillaud, qui est vraiment la deuxième économie de la Norvège après le pétrole, qui reste la pêche actuellement. Alors ça, c'est certainement le village le plus joli, esthétique pour le côté paysage et aussi architecture. Ça, c'est le village de Reyne, R-E-I-N-E. Alors, ça n'a rien à voir avec les rois et les reines. Reyne, en norvégien, c'est l'endroit plat. Déjà, on peut le comprendre parce que sur les montagnes, sur le paysage, on voit ces grandes falaises de chaque côté. Et ici, il y a trois zones où il y a des replats. Donc, les villages ont pu se construire dessus. Et voici les fameux rorbos ou rorboer au pluriel, qui sont ces cabanes de pêcheurs, qui étaient des cabanes saisonniers où les propriétaires embauchaient des saisonniers pour la pêche au cabillaud, donc il fallait bien les loger. Donc ils avaient fabriqué ces cabanes sur pilotis, hein, parce que les zones, pour pouvoir construire, on évite dans des falaises, des montagnes assez abruptes, donc on restait en bord de côte, donc chaque maison est vraiment sur pilotis. Il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des petits quais, donc les bateaux pouvaient venir très proches pour vider également la cargaison. Maintenant, la plupart de ces rorboers ont été transformés en gîtes, mais l'aspect extérieur est resté assez typique, puisque vu que ce sont des monuments historiques, il y a des règles pour éviter que ça devienne quelque chose de moins local, quoi. Voilà d'autres paysages. Alors, vous avez vu les couleurs dominantes, hein, rouge, jaune, orange et blanc. Ça, c'est un peu les trois couleurs typiques des villages norvégiens historiques. Ça vient des pigments. La couleur rouge, jaune, bah, c'est le fer qui était un peu plus ou moins dilué. Ça donnait du rouge, du jaune et orange. Et après, le blanc, c'était le pigment des maisons des propriétaires. C'est un pigment qui était assez cher. Donc, on va retrouver un petit peu ces trois couleurs. De nouveau, encore les cachalots. Voilà, ça, c'est des ambiances très typiques de l'hiver, hein, pour ceux qui aiment bien un peu marcher
dans la neige. Alors, ça reste, comme je dis, hein, des balades. Hein. On n'est pas sur des camps d'entraînement à koh Lanta. Hein. C'est vraiment du plaisir. Donc, en fait, c'est des petites balades. On met pied à terre. Alors, c'est des petites traversées d'îles. Il y a les petits Zodiacs qui nous déposent là. On met les raquettes. On fait une traversée quelques centaines de mètres, 800, 900 mètres sur des terrains assez plats. Je fais la trace devant. Et puis après, on se fait récupérer de l'autre côté. Mais imaginez-vous un peu dans ce cadre entouré de hautes montagnes. Personne, hein, vu que ce sont des endroits où il n'y a pas de route. Parce que le bateau, lui, il va dans des endroits très isolés. Il n'y a pas de route. Donc, on est vraiment au milieu de nulle part. Entre nous, un peu loin des grandes routes touristiques, des gros bateaux de croisière que je vous ai montrés tout à l'heure. Bon, ça, c'est d'autres ambiances, un peu aussi, un peu à ambiance arctique. Alors bon, la banquise, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en avant parce qu'on est quand même très au sud, influencé par le courant du Gulf Stream. Donc, il n'y a que quelques fjords vraiment protégés à certaines périodes quand il fait très froid, où ça arrive un peu à geler. Mais c'est assez anecdotique de voir vraiment des grosses plaques de banquise comme au Spitzberg ou au Groenland. Voilà, c'est encore une autre image avec ces grandes plages de corail assez incroyables. Voilà, c'est les ambiances. Quand on se lance dans les aventures pour aller jusqu'au Cap Nord, on est obligé d'attendre le convoi, c'est ce gros chasse-neige qui passe devant le minibus, parce que pour aller jusqu'au Cap Nord, il y a une partie qui est avec la route, hein, il y a à peu près 35 km de route, parce que le Cap Nord, c'est une falaise de 300 mètres de haut, donc on ne peut pas débarquer au pied pour escalader la falaise, donc on va à un petit village qui est Geisver, au Honningsvåg, qui est une petite ville au sud de l'île du Cap Nord, et puis après on prend un minibus, et après, on suit ce convoi de chasse-neige qui nous ouvre la route. Voilà, c'était un rapatriement d'hospitalité locale. C'était un monsieur qui était avec moi, il voulait rentrer au bateau, donc j'ai trouvé un motoneige qui a bien voulu le raccompagner. Toujours les grandes aurores boréales. Alors ça, pareil, hein, pour les aurores boréales, je vous ferai des petites présentations, des petites conférences pour comprendre le phénomène, hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu le concept de grands espaces. C'est un côté très terrain, on va dans la nature, on explore, etc. Et après, quand on revient sur le bateau, on discute avec des récaps ou des petites conférences sur différentes thématiques, comme là, vu qu'on est en Norvège, il y a l'histoire de la Norvège, il y a les aurores boréales, et bien sûr tout ce qui est mammifères marins, il y a aussi des conférences que je propose sur l'histoire des Vikings, aussi la mythologie nordique, qui permet vraiment d'avoir deux visions de la Norvège, côté terrain et côté un petit peu plus, connaissance générale et culturelle. Alors voilà, ça, ce sont les Samis. Alors les Samis, souvent, on les appelle les Lapons. C'est pour ça qu'on appelle la région nord de la Scandinavie la Laponie. Alors c'est un terme un peu péjoratif, ça, c'est un peu comme les Esquimaux, les mangeurs de viande crue, ou là, les Samis sont les gens qui s'habillent avec des habits un peu déchirés. En fait, c'était les Suédois qui se moquaient un peu d'eux, parce que les Suédois sont des descendants vikings, donc de l'Europe du Nord. Eux sont un peuple autochtone qui venait plutôt de l'Oural. Et eux, ils sont vraiment éleveurs de rennes. Les Norvégiens sont plutôt pêcheurs, donc tournés vers la côte, qu'eux sont tournés vers la terre. Et ils ont toute une culture, une tradition, une langue qui est bien différente du norvégien. Alors, il y a 3 langues officielles. Il y a le norvégien, bokmål et nynorsk, qui sont 2 langues également norvégiennes germaniques. Et après, il y a aussi le gven, qui est aussi une population finnoise qui est arrivée au XVIIIe siècle. Et également ici, la langue sami, qui est une langue officielle dans le nord de la Norvège. Et quand on arrive dans le comté du Finnmark et du Nordland, les panneaux sont traduits dans les 2 langues officielles, sami et norvégien. Voilà quelques petites balades. Encore les aurores boréales. Oui, là, c'est une photo que j'ai faite depuis la Terre, au milieu d'un petit village. Là également depuis la Terre. Voilà les grandes baleines à bosse. Alors, on est assez proche. Hein. Bon, le bateau garde quand même de bonnes distances. Il y a des distances à respecter pour ne pas gêner les mammifères marins. Mais en tout cas, quand le bateau arrive, les conditions sont bonnes, il coupe, il se met au ralenti, il ne bouge plus. Et après, si les baleines sortent à côté du bateau, elles sortent là où elles veulent. Hein. Elles remontent pour s'alimenter. Mais en tout cas, on respecte quand même les bonnes distances pour ne pas les gêner. Ça, voilà des photos assez typiques des observations d'orques. Hein. On le voit sortir quasiment une bonne partie de son corps. Ça, c'est le marsouinage. Il sort moitié de son corps parce qu'il y a moins de frottement dans l'air que dans l'eau, ce qui fait qu'il se déplace plus rapidement. Là, on reconnaît un grand mâle. Souvent, c'est des groupes constitués avec quelques grands mâles. Ça reste matriarcal, hein, un groupe d'orques. Et des fois, ces groupes peuvent atteindre une vingtaine d'individus. Donc là, les observations, il y a plusieurs groupes d'orques qui se mettent
au même endroit. C'est pour ça que des fois, on peut en voir 50, 80 et même plus. Hein. C'est quand même, mais vraiment au niveau comment dire, d'Ellingen et du petit village de Chervoy. Ça, c'est un peu tout dans le même secteur. Les cachalots, ça, c'est plutôt Andanès. Donc après, ça dépend un peu la destination que vous prenez et puis la période, quoi. Si vous partez de Losun, comme je vous avais dit, hein, c'est plutôt côté découverte historique avec la ville de Losun. Après, la remontée, qui est quand même assez sympa avec différents endroits, différents petits villages. Remontée en direction des Lofoten et en passant par Andanès pour les cachalots. Retour sur Tromsø. Et le spécial orc du 27 octobre, là, c'est vraiment dédié au Lingen et on va avoir ces populations, quoi. Là, je passe un petit peu vite, hein, c'est pour vous montrer un petit peu les ambiances hein, qui restent, comme je vous ai dit, très montagne, très nature. Hein. Une fois qu'on s'éloigne un peu des villes, bah, il reste quelques petits villages, même après des petits hameaux isolés, ou juste un peu des maisons comme ça en bord de côte. Quand les aurores. Là, souvent, on a la question, est-ce que la pleine lune gêne l'observation des aurores? Bah non, regardez, là, on voit la lune qui est ici. Ce qui est bien, c'est que ça éclaire le relief, le premier plan, ce qui évite d'avoir une photo totalement noire. Ça donne un peu, comment dire, un peu plus de relief à la photo. Ça, c'est Nusfjord. C'est un village aussi classé monument historique. C'est vraiment un village, on dirait une petite maquette. Alors, le bateau, lui, reste à la dérive dans la baie juste à côté. Et après, on fait cette visite de petits villages avec des bâtiments historiques qu'on peut visiter. Et ça remonte dans les pêches des cabillots, des morues du début du 19e siècle. Un petit peu toujours les photos. Je regarde un peu à partir de quel mois la pêche au cabillaud. Alors là, je voyais une photo. Ouais, je n'ai pas regardé assez régulièrement les questions, mais la pêche au cabillaud, c'est à partir de. Alors, la saison commence à partir de mi-février. Parce que toujours pareil, hein, le changement climatique fait qu'il y a beaucoup de modifications des périodes de reproduction des poissons, dont le cabillaud. Donc, à partir de mi-février, les cabillauds reviennent dans le fjord, dans les fjords autour comment dire, des Lofoten. En mois de janvier, c'est plutôt ça me reviendra, le hareng, qui vient en grosse population au nord vers les Lingen. C'est pour ça qu'il y a toutes ces baleines et orques qui viennent les manger. Et là, il y a aussi les pêcheurs qui viennent pêcher tous ces poissons. Par contre, les baleines à bosse et les orques ne mangent pas de cabillaud parce qu'ils sont trop gros. Donc, ils n'arrivent pas à les mastiquer ou à les ingérer. Ils sont vraiment spécialisés sur des petits poissons. Alors, Xavier, puisque tu commences à répondre aux questions, si tu veux, je te transmets des précédentes qui sont passées auxquelles tu peux répondre pendant que tu passes tes dernières photos. Alors, tu y as déjà un petit peu répondu, mais pour rappeler à chacun la meilleure période donc, pour voir les aurores boréales. Alors, la meilleure période pour voir les aurores boréales, c'est à partir du 15 septembre jusqu'au début avril. Alors, même début septembre, on peut commencer à en voir, mais vraiment 15 septembre, 15 mars, c'est vraiment la période la meilleure, parce que c'est là où il y a du temps de nuit assez long. Mais si on prend large, de début septembre à début avril, c'est bon aussi. Moi, j'ai déjà fait des observations d'aurores boréales au début avril. Alors, on a un ciel beaucoup moins noir, mais on peut quand même les observer. Donc voilà, toutes nos croisières proposées, en tout cas, on peut avoir l'opportunité, c'est toujours aléatoire, mais donc d'observer les aurores boréales. Autre question, y a-t-il des vestiges vikings à voir pendant le voyage Norvège? Non, il n'y a pas de vestiges vikings sur le terrain proprement dit. À Oslo, vous pouvez aller voir le musée où il y a 3 dracars de l'époque viking, mais il n'y a aucun site viking préservé en Norvège. Il n'y a pas du tout d'endroit. Ça, il y en a au Groenland. Étonnamment, il y a plus de sites vikings au Groenland dans le sud qu'en Norvège continentale. Il n'y a pas un endroit où on peut voir des bâtiments de l'époque viking ou des fondations de maisons ou autres comme ça, quoi. Ou pas sur les itinéraires qu'on fait, c'est plutôt à l'intérieur des terres.
Par exemple, les églises, alors c'est déjà plus la période des Vikings, attention, parce que la période viking a été assez courte, mais si on parle déjà des églises en bois debout, ça, les églises en bois debout, si c'est une église, ce ne sont plus des Vikings, parce que les Vikings étaient païens. Donc là, ce sont plutôt des Vikings christianisés, donc il y a un mix entre deux périodes. Et ça, ce sont les églises en bois debout qu'on peut retrouver dans le sud de la Norvège. Il y en a, je crois, de tête une quinzaine qui sont vraiment du XIIIe siècle, quoi, qui sont vraiment très bien conservées. Et alors, concernant les différentes croisières, peut-être qu'on peut faire une différence entre les différentes périodes, mais est-ce que ces croisières sont adaptées à des personnes qui ne marchent pas très bien, âgées, oui, mais plutôt qui ne marchent pas. Alors, il vaut mieux les croisières d'automne, parce que s'il y a la neige, je veux dire qu'il faut mettre des raquettes. Et marcher avec des raquettes, c'est un peu moins confortable. Après, il y a souvent des gens, même en hiver, hein, qui viennent, quand il y a les sorties raquettes, ils sont plutôt à rester tranquilles au bateau. Et vu que dans la journée, moi, j'aime bien faire une sortie terrain nature, et après, plutôt une sortie petit village. Donc, ceux qui veulent marcher dans un petit village où c'est déneigé, ça, c'est bon aussi, quoi. Mais vraiment, la période la moins compliquée, on va dire, c'est l'automne, parce qu'il n'y a pas la neige. Alors, ça reste pas, comme je l'ai dit, hein, on ne fait pas des croisières comment dire, terre d'Ave, on n'est pas des vendeurs de voyages extrêmes, expéditions dans un terme plutôt, on est proche de la nature, parce qu'il y a toujours le confort qui va avec. Donc, c'est accessible à tout le monde, hein. Moi, j'ai amené des gens, je ne sais plus quel âge elle avait la dame, mais 90 ans passés, et ça allait très bien, quoi. Après, on s'adapte au groupe, quoi, hein. Il y a pas... Très bien, Xavier. Ben, merci pour toute cette présentation et toutes ces réponses. Alors, vous l'avez vu hein, en ce début de présentation, nous avons Valentin Pilate qui nous a rejoint en ligne. Alors, il nous a rejoint, on a la chance de l'avoir depuis Seattle. Donc merci à toi de nous avoir rejoints pour cette présentation. Alors, vous avez pu le voir à travers nos newsletters. Valentin accompagnera le voyage du 27 octobre au 2 novembre, qui va être dédié donc, à l'observation des orques et autres baleines. Voilà, il sera à bord pour vous donner des astuces, faire des ateliers photos. Puis peut-être que voilà, tu peux nous en dire plus, Valentin. Donc pour resituer, Valentin est photographe, réalisateur, et puis nous collaborons ensemble avec Grands Espaces depuis 3 ans maintenant, si je ne m'abuse. Ces photos que vous pouvez voir beaucoup à travers nos communications aujourd'hui. Donc voilà, c'est un véritable passionné et passionnant, donc qui vous présentera toutes ces astuces photos. Valentin, je te laisse dire quelques mots si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Laureline, Xavier. Merci pour l'introduction à Laureline et merci Xavier pour cette présentation qui, ma foi, fait déjà bien rêver. Donc effectivement, Laureline, comme tu l'as dit, et pour tout le monde, j'aurai le plaisir de pouvoir accompagner Xavier sur cette expédition donc en Norvège du 27 octobre au 2 novembre pour l'observation donc des cétacés, orques et baleines. Et donc, effectivement, après ces 3 années de collaboration maintenant avec Grands Espaces, voilà, j'ai eu la chance et des opportunités fabuleuses de pouvoir donc documenter tout ce que nous avons pu voir lors de ces derniers voyages et expéditions. Et sur celle-ci, donc du 27 octobre au 2 novembre, je serai à bord, donc effectivement, pour voilà, donc évidemment documenter, photographier et filmer tout ce que nous verrons, donc des orques, baleines, paysages grandioses et villages pittoresques. Et à bord, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse organiser effectivement donc des ateliers très axés donc évidemment donc sur la photo, qui nous permettront de voir ensemble quels sont les réglages notamment les plus adaptés à vos boîtiers, que vous soyez chez Canon, Nikon, Fuji ou que sais-je, qu'importe. Au final, ce sont des réglages qu'on pourra aborder ensemble et qui nous permettront justement de faire en sorte de pouvoir en tirer le meilleur de votre voyage, pour que nous puissions justement photographier les orques, les baleines, les aurores boréales de la manière la plus adaptée qui soit. Donc, je pourrais vous en partager voilà, tous mes conseils, mon humble expertise en tout cas dans ce domaine. Pour un voyage comme celui-ci, Xavier, tu le disais très bien tout à l'heure, c'est vrai que je vous conseille de vous équiper
de manière adaptée, on va dire. On est sur des régions qui nécessitent d'avoir voilà, des appareils équipés d'un objectif pour du grand angle, hein, notamment parce qu'effectivement, on est sur des paysages grandioses et donc ça brasse large en face de nous. Donc, un grand angle, pour moi, est indispensable. Et un téléobjectif, hein, évidemment, dans la mesure du possible, un 200 mm à minima, pour que vous puissiez aussi en tirer, voilà, je pense, de sacrées belles photos, notamment sur les observations d'orques ou même d'oiseaux marins qu'on pourra avoir autour de nous. Et ce qui est avantageux également aussi sur ce voyage, donc dans les Lofoten, en partant de Tromsø, être à bord du Nanook, c'est une réelle opportunité pour qu'on puisse être réunis de manière très intimiste dans le salon panoramique, qui fait que les ateliers qu'on pourra mettre en place à bord lors des heures de navigation, ou même le soir, on pourra regarder nos photos ensemble. Le salon est très bien, très adapté. J'ai eu l'opportunité de monter à bord du Nanook là l'été dernier, avant de partir justement sur la traversée Spitz-Groenland avec Xavier. Et le Nanook est superbe pour ça, c'est-à-dire que vraiment on aura une très belle ambiance à bord et qui nous permettra voilà, de nous poser tous les soirs pour justement revoir un peu nos photos de la journée et pourquoi pas aborder la journée du lendemain de manière aussi aborder la journée du lendemain peut-être de manière encore plus adaptée, avec encore plus d'informations pour vous que je pourrais vous partager sur vos réglages. On pourra même toucher à un peu à de l'édition, à de la post-production pour celles et ceux que ça intéresse. Parce qu'il est vrai que quand on tire une photo, en l'occurrence de ces paysages, là par exemple, on a cette belle photo du Nanook là, qui navigue dans les glaces. Bon, il y a toujours, moi, dans mon regard, quelques points que je pourrais voir sur de la colorimétrie, sur de la lumière, les ombres, les blancs, les noirs. Enfin, je veux dire, on aurait un voyage nature, immersif, non seulement très complet, dont je ne doute pas, et de par les connaissances de Xavier, et ce sera juste formidable. Moi-même, j'ai trop hâte de pouvoir y aller et d'en apprendre toujours plus avec des pointures comme Xavier. Donc non, franchement, et en plus de ça, on créera ensemble. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vivre un voyage commun avec de l'aventure, de la découverte et de la créativité. De la créativité, de l'inspiration. Voilà, je veux dire, on est 12, on est entre nous. Donc, on pourra aborder tout ça de manière très, très agréable. Pensez évidemment, effectivement, au trépied, parce que, effectivement, pour les aurores boréales, ça va nécessiter donc de longues expositions. Navré pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas tout ça, je rentre un peu dans le détail, mais c'est voilà, c'est important de le dire. Et voilà, donc un boîtier avec 2 objectifs, grand angle, téléobjectif, un trépied. Et d'ailleurs, je pense au trépied pour des aurores boréales, mais pas seulement, hein. C'est-à-dire que le trépied peut être aussi utile pour faire de longues expositions, notamment devant Rennes, ce village très pittoresque des Lofoten, qui peut nécessiter une longue exposition pour venir lisser l'eau qui entoure justement ces maisons sur pilotis. Que dire de plus Une question, Valentin, qui arrive sur le logiciel de post-production que tu conseilles. Ah oui, tout à fait, ouais. Jacques, j'utilise Lightroom. Lightroom, c'est vraiment ma palette de retouches, comme une palette de peinture, hein. Alors, je ne suis pas trop un adepte de... Bon, j'ai certes une post-production qui touche à la colorimétrie, mais de manière très, très modeste, mais surtout pour les lumières. Donc voilà, le logiciel que je recommande, c'est Lightroom. C'est le plus complet pour de la retouche photo. Photoshop, pas tant que ça. Photoshop, ça peut être intéressant pour supprimer quelques défauts qu'on pourrait avoir sur une photo. Je ne sais pas, un détritus qui traîne quelque part sur une plage, j'en sais rien. Chose qu'on aimerait éviter de voir, évidemment. Mais bon, voilà, je le supprime comme ça. Donc Lightroom, ça, c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Et c'est hyper intuitif. Vraiment, on prend la main sur Lightroom de manière très simple. Aujourd'hui, je trouve le logiciel vraiment très adapté. Et Lightroom fait partie de la suite Adobe. Donc, c'est au sein de cette suite-là que vous pourrez retrouver le logiciel. Et justement, à bord du Nanook, dans le salon, je peux brancher mon ordinateur sur la télé et puis je peux procéder. On pourrait retoucher une photo ensemble. On pourrait prendre la main ensemble, justement, parmi ces ateliers. C'est ça que... Ça en ferait partie. Ça en ferait partie. C'est-à-dire qu'on viendrait regarder un peu toutes nos photos de la journée ensemble.
Et dans un second temps, sélectionner les meilleurs et pourquoi pas en retoucher 2-3 via Lightroom. Ça pourrait être comme une sorte de bon tuto commun à partager ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Voilà, donc, et puis même sur les zodiaques, je veux dire, en fait, même sur le terrain, c'est-à-dire que partez du principe que de toute manière, sur ce voyage-là, du 27 octobre au 2 novembre pour l'observation des orques et des baleines, je suis avec vous H24, je suis à vos côtés. Et c'est-à-dire que même quand on est à bord des zodiaques, dans telle ou telle situation, avec une lumière particulière, je vous dirai en temps réel comment est-ce que j'adapte mes réglages, sur quoi est-ce que je switch, quelle vitesse d'obturation, mon ouverture, mes ISO. Voilà, je pourrais vous partager tout ça. Pour info, je suis chez Canon, je suis sur la gamme hybride. Mais bon, encore une fois, ce sont des réglages manuels et qui s'adaptent et qui se déclinent de toute manière sur tout boîtier. Voilà, avec quelques petites subtilités, mais on regardera ça ensemble. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de ce voyage. Encore une fois, je suis hyper content de le partager avec Grands Espaces et surtout à bord du Nanook. Là, j'ai hâte de naviguer dessus, en bonne compagnie, donc avec Xavier et avec vous. Et voilà, je pense que c'est les grandes lignes. Si Laureline, tu avais autre chose en tête, voilà, je pense avoir annoncé la couleur de ce qui promet être un beau voyage. Voilà, c'est exactement ça, un voyage donc axé photographie, mais je tiens à préciser quand même que les passagers qui ne seraient pas forcément intéressés par la photographie sont les bienvenus, puisque la croisière reste une croisière à côté de ça classique, hein, avec votre guide Xavier et puis les excursions qui sont prévues sur l'ensemble de nos croisières, avec des conférences aussi autres que celles dédiées à la photographie. Donc, c'est vraiment une belle croisière classique avec ce petit plus Valentin à bord pour le côté photographie. Et vous l'avez entendu, il sera avec vous 24 heures sur 24. Ça veut dire que si Xavier vous réveille à 3 heures du matin pour une aurore boréale, il sera là. Exactement. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, merci vraiment à tous les deux. Merci Xavier pour cette belle présentation qui fait toujours rêver. Donc, tu seras à bord sur tous nos prochains voyages Norvège à bord du Nanook en cette fin d'année, puis de l'Explorer en début d'année 2026. Et puis, merci à toi, Valentin, de nous avoir rejoint sur cette conférence et d'être avec nous et tous nos passagers donc sur la croisière du 27 octobre au 2 novembre. Et puis, merci à vous, chers passagers, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nos webinaires Grands Espaces. Donc, restez connectés hein, toujours à nos newsletters. On aura d'autres webinaires à venir sur cette rentrée et d'autres grandes nouvelles également à venir très, très prochainement. Donc, restez connectés. Merci encore à tous. Belle soirée et à très vite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Ouais.